Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui devant les caméras de rtl.fr, la télé de votre région, et puis vous faire découvrir un endroit fantastique qui se trouve dans la région, à la rencontre de Martigues. Eh bien bonjour. Bonjour Michel. Nous sommes, comme je le disais, à La Roche-de-Glun. La Roche-de-Glun, c'est une commune qui est très étendue et c'est vrai qu'on n'est pas loin de la route nationale 7, entre Tain-l'Hermitage et Pont de l'Isère, pour ceux qui connaissent. Oui, exactement. Et dans le domaine artistique de Martigues, que j'ai vu évoluer donc, au fil des années. Donc je suis très très heureux de le rencontrer aujourd'hui et de faire cette expérience avec RTL. Je rappelle, la télé de votre région, un artiste régional, même s'il fait aujourd'hui une carrière qui sort largement de notre région et il est exposé dans différents pays, il nous le dira tout à l'heure. Mais alors, Martigues, comment on est arrivé, comment on arrive un jour en étant artisan d'art au départ, ouais. Je t'ai même connu travaillant le métal en fabriquant des portails, des balustrades, des balcons, et puis d'un seul coup vouloir devenir un artiste à 100%. Comment on arrive à ça? Alors, je pense au départ, on est tous artistes, on est artistes, parce que au départ on dessine avant d'écrire, on chante avant de parler, on a toujours cette capacité à faire de l'art au départ. Et puis il y a ceux qui choisissent de ne pas être artistes et ceux qui choisissent de le rester. Et quand j'étais petit, je dessinais bien. Et puis il fallait passer ton bac, il faut faire tes études, voilà. Et donc je me suis laissé emporter par la vie et par tout ce qu'on exigeait de moi à l'époque. Et puis j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir un accident de voiture assez grave. Donc je dis la chance parce que ça a vraiment changé ma vie. Donc j'étais responsable commercial pour les brioches Pasquier et je travaillais en Espagne pour eux. Et puis j'ai rencontré ma femme qui avait ses parents dans la région. Les miens étaient aussi dans la région. Donc elle travaillait sur Paris, moi je travaillais sur Barcelone à l'époque. Et on a décidé de revenir ici. Donc je devais prendre la place du fils Pasquier, Jérôme Pasquier. Et on a eu un accident de voiture sur l'autoroute et je me suis cassé la colonne, le bras, la jambe dans le même accident. Donc autant dire que pendant un an, je n'ai pas pu travailler. Mais au bout de 6 mois que j'ai pu remarcher, je suis allé dans l'atelier de mon grand-père. Et dans l'atelier de mon grand-père, il y avait cette enclume-là, qui est l'enclume de mon grand-père. Il y avait sa petite forge à charbon. Et j'ai commencé à créer. L'atelier était ici? L'atelier n'était pas ici, il était à Pont de l'Isère, donc juste à côté, dans la ferme de mes grands-parents. Et j'ai attaqué à faire des volutes, à faire des petits luminaires, à faire des choses à la forge. Alors que je ne connaissais pas du tout le travail, mais je me suis renseigné et j'ai acheté des bouquins. Et voilà, c'est un univers qui m'a passionné parce que je pouvais créer. Et créer quelque chose, c'est quelque chose qui a révolutionné toute ma vie. Pouvoir créer quelque chose de ses mains, c'est quelque chose de magique. Ça remplit sa vie. Moi, ça a rempli la mienne en tous les cas. Et dès qu'on pense à quelque chose, on le réfléchit, on l'imagine, on se demande comment on va établir les connexions pour que, à la fin, on a ce qu'on a dans la tête. Ça demande toute une évolution, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de la recherche. Et tout ça, ça remplit la vie. Et une fois qu'on arrive à obtenir ce qu'on voulait au départ, mais on est le plus heureux du monde. On va se coucher avec la banane et on se lève avec la banane. Et moi, depuis 20 ans, je me lève avec la banane. Il faut quand même savoir travailler un peu avec ses mains. Alors, parce que moi, une personne comme moi aurait eu beaucoup de mal à devenir artiste plasticien. Alors moi j'ai commencé, comme tu disais, avec de l'artisanat, c'est-à-dire que j'ai commencé, je suis allé par le biais de l'AFPA à Valence, je me suis formé en métallerie-serrurerie pour apprendre à souder, meuler, assembler les métaux, et puis après j'ai fait une autre formation en ferronnerie d'art, donc pour apprendre le travail à la forge, donc là il y a 2 forges derrière nous, pour vraiment modeler le métal. Et une fois que j'ai eu ces 2 formations, je me suis lancé en tant que ferronnier d'art, c'est-à-dire artisan. C'est-à-dire que je faisais des devis, si le devis était accepté, je travaillais, et si je travaillais bien, on me payait. Et puis ça a duré une dizaine d'années. Entre-temps, j'ai monté un centre de formation où je formais les gens à la ferronnerie d'art. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 forges et 4 enclumes qui sont un peu répartis dans l'atelier, pour pouvoir recevoir entre 4 et 6 stagiaires à la fois, pour pouvoir les former à la ferronnerie d'art. J'étais le seul centre privé en France
en tant qu'artisan d'art qui donnait des formations. Donc ça a duré 4 ans, puis après les lois ont changé, donc j'ai tout arrêté. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans l'artistique parce que je me suis vraiment... J'ai voulu éliminer tout l'aspect négatif de l'artisanat, c'est-à-dire Monsieur Martin, quand c'est que vous posez ma pergola, Monsieur Martin, vous voyez, ce genre de choses qui, au bout d'un moment, devient pesant parce que, bah oui, il y a des impératifs à avoir. Alors dans l'artistique, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et puis après on propose notre travail. Alors, je t'ai connu un peu à ce moment-là, oui, c'est vrai. Parce qu'un jour je suis venu dans l'atelier là et tu m'as dit, mon métier marche bien. Mais j'ai envie de partir dans l'artistique, de jouer la grande aventure quand même, parce qu'il faut reconnaître que d'un seul coup, lorsqu'on a une profession qui fonctionne bien, qu'on a une clientèle et dire du jour au lendemain, eh ben écoute, maintenant je vais devenir un artiste à part entière, et avec tous les risques que ça comporte au niveau financier, au niveau, tu avais une famille déjà, donc par ce fait, on hésite toujours avant de prendre des décisions pareilles. Et c'est assez courageux. Là, on se demande des fois si la petite lueur d'inconscience n'aide pas à passer une étape. Alors la première étape, ça a été de passer du monde du salariat à l'artisanat. Déjà quand on fait le pas, ce pas-là, c'est-à-dire qu'on saute en parachute, quand on est un salarié et puis qu'on va devenir artisan, on saute dans le vide et on construit son parachute pendant la chute. Et l'artiste, lui, il saute dans le vide sans parachute du tout. C'est-à-dire qu'en tant qu'artisan, on a un devis, on réalise, on est payé. Mais moi, je crée des œuvres et j'ai pas de devis. Je sais pas si elle va être vendue ou pas. Est-ce qu'il peut y avoir une œuvre sur demande, sur commande? Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ça représente, ça représente 5% de mon activité. C'est assez marginal d'avoir des commandes. Mais j'ai des clients qui me demandent, on a vu que vous êtes capable de faire ça, on aimerait avoir quelque chose dans l'esprit ou alors une œuvre complètement nouvelle. Et j'en profite parce que j'avais toujours une interrogation et je pense que tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent se poser la même question. Lorsqu'on voit une œuvre qui nous plaît dans le catalogue ou qui a été réalisée, elle est unique, on ne peut pas avoir la même. Voilà, alors moi c'est compliqué ça. Je vais vous expliquer comment je fais une œuvre et vous comprendrez que chaque œuvre est unique. Elle passe, chaque millimètre carré passe au moins 20-30 fois dans mes mains. Sous les coups du marteau, sous la meuleuse, et même si je voulais reproduire une œuvre, si je voulais reproduire celle-ci, alors je pourrais faire une œuvre qui ressemble à celle-ci, mais ça ne sera jamais la même. C'est pas du fondu, c'est fait main, millimètre après millimètre. Donc oui, je peux refaire une œuvre dans l'esprit. C'est-à-dire, je peux refaire une œuvre à peu près comme celle-ci, mais qui ne sera de toute façon pas la même. D'accord. Donc, je peux refaire, on me l'a déjà demandé, j'ai une œuvre que j'ai refaite 2 fois, qui s'appelait Soumission. Oh, mais je m'en souviens. Oui, elle a été exposée d'ailleurs à la Foire de Romans, exactement. Et cette œuvre-là, je l'ai vendue le même jour 2 fois. Et j'ai dû la refaire. Et il y a eu une galerie qui l'a vue aussi et qui m'a demandé absolument qu'elle voulait quelque chose dans l'esprit. Donc c'est l'une des seules auxquelles j'ai dû renier à la règle. Mais de toute façon, c'est des pièces uniques. C'est pas fondu sur un moule. Je les ai refaites de A à Z. Et d'ailleurs, elles ont des différences. Si on les mettait à côté, on verrait qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est la seule chose. Bon, mais on verra tout à l'heure un petit peu le schéma, le cheminement, puisque ça part d'un dessin pour arriver à une sculpture en terre. Au départ, oui. Et puis avant d'être la réalisation que l'on connaît. Alors, je sais que tu as travaillé beaucoup au départ l'acier. Oui, au départ. Pour changer après et devenir à l'inox. Oui, tout à fait. Alors, explique-nous. L'acier, c'était mon matériau de départ. C'est-à-dire que j'étais ferronnier d'art, je travaillais avec l'acier, je le forgeais, je le soudais, je le semblais et tout ça. Donc j'ai continué avec ce matériau-là. Et puis de plus en plus, j'ai eu envie de faire des pièces un peu plus volumineuses. Et puis on me disait, mais celle-ci, j'aimerais bien la mettre à l'extérieur. Et il y avait ce problème d'oxydation. Moi, mes œuvres, même en acier, elles étaient polies. Alors pas poly-miroir pour l'acier, mais elles étaient polies. Et sitôt qu'elles étaient à l'extérieur, même avec un vernis époxy passé au four, elles finissaient avec les années à avoir des micro-fissures, parce que l'acier se dilate de 1 mm par mètre et par 100 degrés. Et donc au soleil, le métal
finit par se dilater, et le vernis, lui, ne se dilate pas. Donc ça faisait des micro-fissures dans lesquelles l'oxygène pouvait, l'air pouvait agresser le métal, et donc il y avait des petites inclusions d'oxydation sur mes œuvres qui étaient à l'extérieur, et puis au bout de 10 ans, 20 ans, l'œuvre finissait par s'oxyder entièrement. Et donc je voulais remédier à ce problème-là, et le seul métal que j'ai trouvé, c'était l'inox 316L, donc le meilleur inox qui existe aujourd'hui, donc il est 3 à 4 fois plus cher que l'acier. Il a fallu que j'investisse sur des nouveaux postes à souder, sur des machines pour travailler l'inox. Donc oui, c'était un nouvel investissement, une nouvelle façon de travailler. L'inox, il faut savoir que c'est beaucoup plus dur à travailler que l'acier. Et donc, ça met plus de temps à se meuler, ça met plus de temps c'est une œuvre comme ça en acier, elle va être 30% moins chère qu'en inox. Parce qu'il n'y a pas que la matière première, il y a le temps de travail aussi qui rentre en ligne de compte. Et puis pour avoir un poli miroir, il y a beaucoup plus d'étapes que juste un poli normal. Donc je suis venu à l'inox en fait pour pallier à l'oxydation, mais j'ai découvert avec l'inox de le 316L, dans le 316L il y a du chrome. Et le chrome, on arrive à le polir et à le faire ressortir et donc avoir une pièce entre guillemets chromée. C'est-à-dire, on se voit dedans. Donc plus elle est polie, plus on arrive à se voir dedans. Donc moi je trouve ça magnifique. Et puis là je fais des tests pour avoir des teintes différentes. Donc là je teste, vous voyez par exemple le laiton, c'est-à-dire c'est de l'inox et avec une incrustation de laiton sur mes œuvres pour avoir des tons différents. Ça, c'est encore des tests qui se font dans la progression, dans la recherche de ce travail, et notamment sur le métal avant tout. Exactement, j'essaye toujours d'évoluer. Chaque œuvre est un challenge. J'essaye toujours de faire quelque chose de nouveau. J'ai publié une vidéo sur mon Facebook où c'était la 100e œuvre. Donc il y avait 100 œuvres différentes et elles sont toutes différentes. Elles ont toutes quelque chose, une évolution, une recherche qui est différente. Et je plains, entre guillemets, les artistes qui font toujours la même chose, parce qu'ils doivent s'ennuyer terriblement. Alors ça doit marcher, mais ils doivent s'ennuyer terriblement à l'atelier. Moi, tous les soirs, quand je vais me coucher, je dis bon, alors demain, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais essayer ça, je vais essayer de voir. Et je viens à l'atelier toujours avec mon café, et je sais que ma journée va être une recherche, quelque chose qui va enjoliver ma vie, quoi. Donc je dis toujours, moi, ma femme elle me dit, mais tu te rends compte, ça fait 20 ans que tu es dans le même atelier, tu ne bouges pas, tu n'as pas l'impression de mourir dans cet atelier. Je dis, mais non, je vis dans cet atelier, parce que bon, les murs sont les mêmes, mais tout ce qui se passe dans ma tête, c'est complètement différent. Donc voilà. Pour faire ce métier, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il faut être un peu fou quand même? Je pense qu'il faut avoir un grain de folie. Mais un petit grain, parce que ça rend tellement service. Et on est tellement heureux lorsqu'on a un petit grain de folie dans la tête qui permet de faire des choses comme ça, quoi. Et ben après, le plaisir, c'est surtout aussi de le partager. C'est quand je partage une sculpture moi, sur Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a cette grande chance de pouvoir partager les photos, les vidéos et d'avoir un retour des gens. Parce qu'avant, moi, tous mes collègues de mon âge, je leur dis, mais vous êtes déjà rentrés dans une galerie d'art? Non, jamais. La plupart des gens ne sont jamais rentrés dans une galerie d'art. Et parce qu'ils n'osent pas faire le pas et tout ça. C'est un peu la France qui est comme ça. Si vous allez dans les pays, dans d'autres pays, la démarche est un peu différente. Mais en France, c'est vrai qu'aller dans une galerie d'art, c'est pas tout le monde qui y va. Et là, par le biais d'Internet, les gens voient les œuvres d'art et certains, ils les partagent, ils les likent, ils me donnent des commentaires, et je trouve ça magnifique, ça. Et puis il y a la télé qui vient me voir. Je pense qu'après un reportage de ce type-là, il va y avoir des likes, il va y avoir une nouvelle rencontre et peut-être toujours un nouveau public. Mais c'est évident, de toute façon, la communication est essentielle dans notre travail. Si on ne nous connaît pas, on ne vient pas nous voir, et c'est super dommage. Les expositions sont fermées depuis plus d'1 an et demi maintenant. Bien sûr. Je ne rencontre plus personne des gens qui viennent me voir, tout ça, donc ça se passe que par Internet. Et ça me manque. Je languis la prochaine exposition pour rencontrer les gens. Rencontrer le public. Et puis on a un œil neuf sur les gens qui viennent. Je me mets souvent en retrait de mes œuvres, et puis les gens discutent de mes œuvres.
et je tends l'oreille pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent, si voilà, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils apprécient moins, et c'est toujours intéressant d'ouvrir le dialogue et de voir un petit peu ce qu'ils ont ressenti. C'est Alors, je propose une chose, est-ce que maintenant on ne va pas commencer à regarder comment démarre le travail d'une œuvre? Oui. Par le dessin, après passer à la sculpture terre, au travail, je ne sais pas si on appelle ça une sculpture, mais... Bien sûr, ouais. Voilà. Ouais, on va faire ça, je vais vous montrer maintenant le début d'une sculpture jusqu'à sa réalisation. Alors, avant d'arriver au tableau, j'ai un autre tableau dans ma cuisine, pas quasiment le même. Et suivant les discussions, suivant les rencontres, suivant ce que j'ai vu sur Internet, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte pour une création. Et puis, pas me reprochait, mais on me disait souvent, ouais, tes femmes, elles sont toujours super bien gaulées, des grandes élancées, qui sont... Et je dis oui, c'est vrai que moi je mets toujours en avant la femme, mais j'ai toujours un stéréotype de femme idéalisée que j'ai dans la tête. Et ça fait un moment que j'ai déjà travaillé une ou deux œuvres de femmes un peu plus volumineuses. Mais je voulais travailler sur ce thème-là. Et d'ailleurs, je suis juste au début. Je pense que je vais plus je vais creuser un petit peu sur ce sujet-là. Et donc, je voulais avoir une femme qui soit pulpeuse. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné d'ailleurs. Et donc, quand je commence à avoir des idées comme ça, à me dire, bon ben voilà, j'aimerais travailler sur ce thème-là, je vais toujours sur mon tableau, des fois c'est en plein milieu du repas, je me lève et puis je commence à tracer voilà, des courbes. Donc, voilà, je voulais avoir ce décroché de hanche là qui soit bien marqué, avoir des fesses rebondies, avoir si tu veux, une femme qui soit ronde mais qui donne envie, tu vois, qui est vraiment la stature de la femme fatale avec un peu des formes, tu vois. C'est l'idée que dans la tête, c'est un peu l'idée que j'avais. Et donc je commence à tracer, tu vois, des courbes, des faits comme ça. Je la voyais bien avec, tu vois, la jambe en avant, avec le genou comme ça, comme tu les vois descendre les marches, tu sais, dans les. Tu vois, je voyais un peu Tex Avery aussi, tu sais, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, où tu vois cette opulence. Alors je voulais pas autant parce que je voulais rester classe, mais dans l'idée. Et donc je commence toujours par un dessin sur le tableau. En fait, quand je construis mon dessin, je le construis dans ma tête. Je construis déjà tout ce qui va suivre dans la tête. En disant, ben voilà, si je fais tu vois, dessin, il ne faut pas que je les fasse plus gros parce qu'après je vais avoir un problème technique à ce niveau-là. Les épaules, tu vois, si je fais le cou ici, donc c'est possible, mais peut-être que ça va pas mettre là où je veux mettre l'accent, c'était pas sur la tête, si tu veux, c'était vraiment sur la forme du corps. Je dis donc ce serait peut-être pas utile de faire toute cette partie-là. Donc j'évolue comme ça dans ma tête en essayant de voir le sujet comme il va être fini. Et plus j'avance sur mon croquis, donc ça dure un quart d'heure si tu veux, mais je construis tout ce qui va être fait après pendant 3 semaines. En un quart d'heure, ça commence à se mettre en branle dans ma tête. Et une fois que je suis en accord avec moi-même et avec ce que j'ai fait là, hop, j'ai dit bon ben là, je peux attaquer la terre. Donc pourquoi attaquer d'abord la terre? C'est parce que ça va m'aider sur la suite. Donc je passe au travail de la terre, c'est-à-dire que là je passe d'un modèle en 2D à un modèle en 3D. Et donc là, maintenant on va voir la terre et voilà. Qui se trouve ici, juste à côté. Donc là, c'est une terre qui est finie, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu son utilité. Alors au départ, la terre, j'utilisais pas la terre. J'utilisais, vous savez, les mannequins qui sont dans les magasins. Au départ, j'ai dit, ouais, pour avoir un modèle, je suis allé récupérer dans les magasins des mannequins. Et puis je travaillais là-dessus, mais alors très vite je me suis rendu compte que ça allait pas du tout parce que les mannequins ils sont figés, ils sont, et puis moi j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais à travers les mannequins. Donc très vite je me suis dit il faut que je trouve une solution pour avoir le modèle sur lequel je vais pouvoir habiller ce modèle. Et donc j'avais mon ami potier qui était Buffat, donc bien sûr, les poteries Buffat, meilleur ouvrier de France. Exactement. Et qui lui, j'allais le rendre visite très souvent, qui travaillait la terre. Et j'ai dit putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais utiliser la terre pour faire mes sculptures d'abord en terre.
Et puis après, je les habillerai avec du métal. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura une autre technique qui va venir demain. Mais aujourd'hui, j'utilise la terre potier. Au départ, je fais la sculpture telle que je l'imagine, en terre, avec le plus de détails possible. Si tu veux, cette terre-là, ça va être le modèle pour ensuite que je travaille avec cette petite plaquette. Donc ça, c'est des plaquettes d'inox, 316L, qui font entre la largeur et la longueur de ce rectangle, c'est 1,618. Ah, c'est le fameux... Le fameux 1,618, le nombre d'or. Le nombre d'or. Le nombre d'or qui a été inventé en 490 avant Jésus-Christ, donc tu imagines que ça fait... Je me souviens. Ça fait un moment. Et ce nombre d'or, il régit toute la beauté du monde. Et même à l'extérieur, puisqu'on le retrouve dans les galaxies, dans la position des galaxies, on retrouve ce 1,618. On le retrouve aussi entre la proportion entre la première et la deuxième phalange, ah bon, c'est 1,618. L'écartement de tes yeux par rapport à ton nez, c'est 1,618. L'escargot, la coquille d'escargot, c'est 1,618. Donc on le retrouve, le 1,618, partout dans oui, tout ce qu'on regarde. Et c'est ce qui fait qu'on trouve quelque chose de beau ou pas. Donc une fois que j'ai ma petite plaquette comme ça, donc avant c'est moi qui l'ai découpée, maintenant je l'ai fait découper, et je vais les appliquer sur ma terre. Mais tu vois, là forcément, tu vois, c'est bancal dans tous les sens. Tu vois, je ne peux pas mettre du plat à chaque fois. Donc j'utilise la petite plaquette et je vais la former. Et une fois que ma plaquette elle épouse vraiment pile poil, donc généralement je commence par le bas, et puis je soude la première sur la plaque en inox qui est ici, et puis après les autres, tac tac tac, et j'habille toute ma sculpture, toute ma terre avec les plaquettes. Après il va y avoir un gros travail donc de nettoyage à l'intérieur, je vais tout nettoyer, et puis je vais souder à l'intérieur de la sculpture. Donc à l'intérieur de la sculpture, il y a plein de points de soudure pour que la sculpture soit bien solide de l'intérieur, parce que tous les points de soudure que j'ai fait à l'extérieur, ils vont être meulés. Donc il y aura beaucoup moins de tenue, si tu veux, sur l'extérieur. Donc je soude à l'intérieur, et après je vais rassembler les deux morceaux, et je vais avoir ma sculpture qui va être, alors loin d'être comme ça, parce que là après il y a un gros travail de surfaçage. Elle est brute. Après, voilà, elle est brute, on voit, tu vois, pour que les rectangles soient parfaitement alignés les uns aux autres, il y a des coupes, parce que à chaque fois que j'en fais un, il va falloir que je recoupe pile poil, donc je trace avec une craie exactement où c'est qu'il faut que je coupe pour que l'assemblage soit fait nickel, donc ça demande un temps. Donc une œuvre comme ça, c'est 3 semaines de boulot à l'atelier. On comprend pourquoi on parle d'œuvre d'art, et j'allais poser la question, combien de temps à peu près? Je sais que chaque œuvre a son... Voilà, en gros, un petit buste, juste, pas en 2D, mais un buste que d'une face, on va dire, je vais mettre à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie. Là, il y a 2 faces, enfin il y a l'avant et l'arrière, plus j'ai nettoyé l'intérieur, on est un peu plus de 3 semaines. Parce que, bah oui, forcément, il y a non seulement la réalisation, mais après, il y a beaucoup de temps où on se dit, bon, il faut que je la remonte un petit peu, là, il faut que je recoupe un petit peu, là, il faut que je... Tu vois, pour améliorer, pour qu'elle soit vraiment comme tu voulais qu'elle soit au départ, quoi. Donc des fois, tu dis, bah c'est bon, elle est finie, tu vas te coucher, et tu reviens le lendemain, tu dis... J'en doute pas, ça. Il y a un truc là qui me gêne, et tu sais que tu as 3 jours de boulot, alors que tu pensais qu'elle était finie, mais tu vas y revenir, parce que sinon tu peux pas la proposer, tant que pour toi elle n'est pas finie, tu peux pas la proposer. Donc voilà, tu reviens dessus, et voilà, tu fais des essais, tu recoupes, voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et puis après le polissage, le polymiroir, et ben, ça va être encore 4 jours de boulot si tu veux, parce que tu passes d'abord d'un grain... Poli avec... Du grain, alors c'est des disques à polir. Je t'en montrerai, des disques à polir que je mets sur une disqueuse. Donc tu passes d'abord du grain de 40, après du grain de 80, du grain de 120 et du feutre avec de la pâte à polir. Donc toutes ces étapes, tu vois, ça demande du temps et bien sûr de la poussière, du bruit et tout ça. Des fois tu rentres à la maison, t'es comme un petit vieux, tu vois, tu dis « Oh, j'ai mal au dos » parce que t'as été plié toute la journée, quoi. Mais t'es content parce que vraiment t'as fait ce que t'as voulu, quoi. T'as eu un résultat, quoi. Donc c'est ça qui... Sacré métier quand même, hein. De toute façon, il faut reconnaître que quand je disais tout à l'heure qu'il fallait un tout petit grain pour se lancer dans des œuvres comme ça, c'est un peu fou, puis ça doit travailler la tête, en effet. C'est ça, tu es toujours en ébullition en fait, tu es toujours en mode création.
Bon, eh bien, nous nous retrouvons un peu plus confortablement, puisqu'on a quitté l'atelier, on est dans le petit salon, devant le très beau cheval, une des plus belles œuvres que tu as pu réaliser, une des plus grandes en tous les cas. Ouais, une des plus grandes. Pas la plus grande, mais. Pas la plus grande, mais voilà. Ouais. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les mois qui vont arriver? Je sais que tu as été présent dans plusieurs galeries. Dans différents pays, à Londres notamment, mais dans d'autres pays. Dis-nous un petit peu ces derniers temps. Alors j'ai encore des pièces à Londres, en Suisse, au Luxembourg, à Berlin et puis en France. Donc là, c'est vrai que l'ambiance Covid fait en sorte que il y a beaucoup moins de galeries ouvertes. Les expositions sont arrêtées depuis 1 an et demi. Donc on languit que ça revienne. Là, j'ai eu encore des mails comme quoi les futures expositions ont été reportées. Donc on est dans les starting blocks. Heureusement, il y a des galeries qui sont encore ouvertes parce que c'est des galeries privées et que voilà, elles ont donc une galerie qui est vers Bourg-en-Brest avec qui je travaille, qui travaille encore très bien. Mais oui, c'est compliqué avec la Covid. Maintenant, tous les gens peuvent me retrouver sur mon site internet, voilà. martic-art.com ou sur mon Facebook, Martic Sculpteur, ou sur mon Insta aussi, Martic Sculpteur. Et là, je mets vraiment des photos, de l'actualité, des petites vidéos pour expliquer un petit peu comment j'évolue dans mon travail. Je sais qu'il y a plein de photos de toutes les œuvres réalisées. Ouais, généralement. Je le disais peut-être tout à l'heure, avec des noms toujours très évocateurs, enfin bon, oui, qui attirent un peu. Et des fois, je demande aux internautes de me donner leur opinion sur une œuvre, et il y a des internautes qui sont bien meilleurs que moi pour trouver des fois des œuvres qui, voilà, donc il y a quelques œuvres qui ont été, le choix a été remis aux internautes. Alors tout ça me fait penser, c'est avant tout la femme qui est sublimée dans ces œuvres, mais il me semble que tu as testé éventuellement quelques hommes en essayant de mettre leur attitude plutôt en avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Après, voilà, j'ai fait des grandes œuvres, même une œuvre plus grande que celle-ci, c'était Atlas qui porte le monde, qui est exposée au comptoir du carrelage à Saint-Marcel-les-Valences. Et puis après, j'ai fait Adonis en inox polymiroir. Voilà, j'ai plusieurs œuvres masculines, mais c'est vrai que 90% de mon activité se porte sur les femmes. Alors cela me fait penser, tu as dit qu'il y avait des œuvres exposées dans des entreprises. Oui. C'est une possibilité, des entreprises peuvent acquérir des œuvres aujourd'hui avec une défiscalisation. Ouais, on ne le sait pas toujours, en tous les cas les gens concernés sont au courant, mais... pas tous, pas tous. Il y a beaucoup même les professions libérales qui ont un gros avantage parce qu'ils ont 60% de défiscalisation, donc sur une œuvre à 10 000, ça leur fait payer que 4 000 € l'œuvre. Une défiscalisation sur 5 ans, c'est quand même pas négligeable. Et puis sur toutes les grosses entreprises aussi, ils ont vraiment un intérêt à faire de la défiscalisation. C'est souvent le cas d'ailleurs des très gros ici dans la région. Mais n'importe qui, même un petit artisan, suivant son chiffre d'affaires, peut acquérir des œuvres et faire une défiscalisation. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est pour les communes, pour les collectivités territoriales, c'est d'utiliser la loi des 1% artistiques pour décorer les bâtiments publics, ce qui malheureusement ne font pas tout le tour. Il peut y avoir une évolution de ce métier. C'est pas facile peut-être. Moi, mon évolution se fait toujours dans le challenge de faire des formes différentes, des techniques différentes et tout ça. Donc pour l'instant, je me base plus sur la technique et puis sur les courbes pour arriver à faire des choses différentes. Et puis après, ça va être les rencontres. Par exemple, si je dois travailler pour une commune, faire une œuvre monumentale, ça serait un bonheur. Et là, ça sera un défi. Voilà, tu reviendras me voir à ce moment-là pour quand je serai en train de faire une œuvre monumentale. Et là, ça serait vraiment super. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a fait une découverte de Martic aujourd'hui, que vous avez probablement, soit vous le connaissiez, soit vous l'avez découvert et essayé de le suivre dans ses activités. Nous maintenant, moi sachez que j'ai eu grand plaisir à me présenter devant vous, à tous les téléspectateurs de rtl.fr, donc la télévision de votre région, de votre secteur, et que nous avons toujours grand plaisir à faire découvrir des artistes régionaux
et de montrer un petit peu leur évolution au fil du temps et la carrière qu'ils représentent, chose qui ne se fait jamais suffisamment. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets. À bientôt. Bon, Michel, tu viens voir mes œuvres maintenant? Eh bien allez, Allez, viens. on va faire la visite. Allez, viens faire la visite.